Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de commencer la présentation d'un troisième type d'indicateur en statistiques descriptives, à savoir l'indice ou bien l'indicateur de concentration. On a vu dans les vidéos précédentes un ensemble d'indicateurs. On a commencé par les indicateurs de mesure de tendance centrale, c'est-à-dire la moyenne, la médiane, le mode, etc. En deuxième partie, on a vu les indicateurs de dispersion, c'est-à-dire à travers, par exemple, la variance, l'écart type. Dans cette troisième partie, on essaiera de présenter un indicateur similaire aux indicateurs de dispersion, à savoir l'indicateur ou l'indice de concentration. Toutefois, bien que c'est un indice qui est plus ou moins semblable à l'indicateur de dispersion, l'indicateur de concentration est réservé uniquement à un type de variable qui répond à un certain nombre de conditions, de critères. D'abord, dès l'indicateur de concentration, il faut que la variable, condition disons, d'utilisation, d'emploi des indicateurs de concentration. Alors, ces critères sont d'abord la variable objet, la variable étudiée doit être quantitative et continue, non discrète. Deuxième condition, que cette variable soit à valeur positive, c'est-à-dire quelle que soit l'observation xi, quel que soit xi, on a xi supérieur ou égal à 0 pour l'ensemble des valeurs observées. Troisième condition et la plus importante, c'est que le produit entre l'effectif de cette variable et la variable elle-même, le produit doit avoir un sens, doit avoir une signification. C'est-à-dire le produit, disons Li, entre l'effectif de l'observation et xi, doit avoir un sens, une signification. Je m'explique. Par exemple, on peut citer des variables qui vont avoir un sens et qui pourront être utilisées dans le cadre de l'analyse de ces indicateurs, comme le revenu, comme les salaires, comme les impôts, comme des recettes. D'accord? Tout ce qui prête à un produit entre la valeur observée et l'effectif et qui ait un sens. Mais on ne pourra pas, par exemple, utiliser une variable telle que la variable âge. Le produit entre l'âge et l'effectif n'aura pas de sens, n'aura pas de signification. Idem pour le poids. D'accord? Donc, une fois qu'on a vérifié ces trois observations, que la variable est quantitative et continue, bien sûr, non discrète, continue, elle doit être à valeur positive et surtout que le produit doit avoir un sens. Dans ce cadre, on utilise deux indicateurs, essentiellement, à savoir l'écart entre la médiane et un terme nouveau, la médiale, qu'on va présenter dans ce qui va suivre. Je l'écris en majuscule pour qu'on voit un peu. On parle de deux choses différentes, la médiane et la médiane. C'est cet écart qui est utilisé entre ces deux valeurs d'une série d'observations pour étudier la concentration des observations. Deuxième indicateur qu'on va voir, c'est l'indice de Gini. L'indice ou l'indicateur de Gini, également un indicateur de concentration à travers ce qu'on appelle la courbe de Lorenz, qu'on va également présenter dans ce qui va suivre. Lorenz, statisticien italien. Avant de rentrer dans le détail de la présentation de ces deux indicateurs, on va se mettre d'accord sur un certain nombre de notations qu'on va utiliser dans le calcul de ces indicateurs. On va mettre d'abord les notations qu'on va utiliser. Notations. Elles sont nombreuses ces notations. C'est pour ça que je vais les présenter dans un petit tableau pour se retrouver après lorsqu'on va présenter les deux indicateurs, à savoir l'écart entre la médiane et la médiane, également l'indicateur, l'indice de Gini. Donc voilà, on a une série d'observations
d'une variable quantitative continue. Ces observations sont rangées par ordre, qu'on va ordonner par ordre croissant. On va les ranger par ordre croissant de la plus petite valeur jusqu'à la plus grande valeur. Par exemple, si on a des salaires, du plus petit salaire jusqu'au plus grand salaire, voilà, x1, x2, xn, grand n, on a n observations, n salaires qu'on a rangés par exemple d'une manière croissante. Après les avoir rangés, on va les classer dans des classes, d'accord, dans des modalités. On va les grouper dans des classes. Et chaque classe va lui correspondre à un effectif, bien sûr, NJ. J par exemple de 1 jusqu'à K. On a K classes, donc on a N effectifs absolus, NJ de 1, les effectifs, c'est ça. Donc on a pris les N observations, on les a rangées dans K classes. Chaque classe a un effectif qu'on a noté NJ, c'est l'effectif absolu. Donc la somme des effectifs de toutes les classes est égale à grand N, le nombre d'observations totales. D'accord? Nombre d'observations totales. Et également, pour chaque classe, comme ce qu'on a fait pour les calculs de la moyenne et de la médiane pour des tableaux où il y a des classes, on a pris les centres de classe pour calculer les moyennes et les médianes. Donc on a pris le centre de chaque classe, c'est J, c'est la moyenne de chaque classe, c'est J, pour J variant de 1 jusqu'à K. Voilà, donc on a les séries, on a une série d'observations répertoriées sous forme de K modalités, de K classes, chaque classe avec son centre de classe et son effectif. Maintenant, on va passer aux autres notations, mais qui sont spécifiques aux deux indicateurs de concentration. Ce sont des notations nouvelles qu'on n'a pas encore vues jusqu'à présent. Il s'agit en premier de la masse que je note en bleu clair, MJ. C'est le produit de l'effectif avec le centre de classe J. Donc chaque classe a une masse. Ce qu'on appelle la masse, c'est le produit entre l'effectif et le centre de classe. Si on prend par exemple un effectif de 10 pour la classe où son centre est de 1000, donc le MJ sera égal à 10 000. C'est le produit, c'est la masse, c'est ce qu'on appelle la masse. MJ. M minuscule, petit j. Je note bien minuscule, hein, représente la masse pour la classe J. Voilà. Alors maintenant, on passe la deuxième notation, c'est M majuscule, et sans indice, hein, il n'y a pas d'indice. C'est le total de toutes les masses des classes. M est égal à la somme des NJ, CJ pour J variant de 1 jusqu'à K, ou bien autrement, du moment qu'on a défini NJ, CJ comme petit mj, donc la masse globale est égale à la somme de toutes les masses de chaque classe. M, voilà, la grande masse, elle représente la masse cumulée totale. Maintenant, on passe à la masse cumulée, c'est-à-dire que je note MJ, c'est la masse cumulée jusqu'à la classe J. C'est-à-dire je prends l'ensemble des masses qui sont inférieures à une classe J et je calcule le total. D'ailleurs, je la note ici MT pour T variant de 1 jusqu'à J, MT pour J variant de 1 jusqu'à K. Donc ce sont les masses cumulées. Comme on a vu par exemple pour les effectifs cumulés, mais elle n'est pas relative, attention, hein, on verra par la suite la masse relative. Ça, c'est une masse absolue cumulée. Après, on trouve la masse relative pour chaque classe qu'on a noté petit g de J. C'est la masse relative au niveau d'une classe J. On a par exemple la classe, pour une classe donnée, on a sa masse et on la rapporte au total de la masse et on obtient ce qu'on appelle la masse relative que l'on note petit g de J.
c'est comme par exemple la fréquence relative de l'effectif. F petit f, on prend l'effectif et on le divise par le total du nombre d'observations. Là, c'est les masses, la masse relative pour chaque classe. Après, on trouve la masse cumulée, c'est la grande GJ, celle-ci. Ça, c'est les masses, le total de toutes les masses relatives jusqu'à la classe J. Ou bien on peut prendre M, la masse absolue qu'on a notée au début par mj sur la masse totale m. C'est la même chose. Mais là, ça sera la masse relative cumulée. D'accord? Qu'on note gj, c'est une masse relative cumulée jusqu'à la classe j. Avec, bien sûr, la masse est toujours comprise entre 0 et 1, et la somme des masses relatives est égale à 1. On passe ensuite aux notations, mais ça, on les a vues avant, en calculant les médianes et la moyenne, c'est les fréquences. Bon, pour chaque classe, on a déjà vu que chaque classe a un effectif absolu, c'est NJ. Chaque classe a un effectif absolu, effectif de la classe J. Et une fréquence, c'est un effectif relatif. Quand je dis fréquence, quand je parle de fréquence, c'est directement, c'est un nombre relatif. C'est-à-dire, je rapporte l'effectif au total, ici. C'est ça la fréquence. Donc FJ, chaque classe a une fréquence. Bien sûr, la somme, du moment qu'elles sont comprises, toutes les FJ sont comprises entre 0 et 1, leur somme est égale à 1. Et également, on a la fréquence cumulée pour jusqu'à la classe, jusqu'à telle ou telle classe. Par exemple, on a noté ici FJ, c'est la fréquence cumulée jusqu'à la classe de J, pour J variant de 1 jusqu'à K. Maintenant, on a terminé avec les notations. On va les utiliser dans le calcul de la médiane et de l'écart entre médial et médiane. Et également, on va les utiliser au niveau de l'indice de Gini. C'est ça, ces notations-là. Maintenant, on va passer à la présentation de du premier critère de concentration, à savoir le coefficient de concentration. Donc, premièrement, le coefficient de concentration. Le coefficient de concentration qui est basé sur l'écart entre la médiane et la médiane. Donc, voyons d'abord qu'est-ce qu'on entend par la médiane. En utilisant les notations qu'on a vues il y a un instant, on dira que la médiane, c'est la valeur de la série d'observations qui divise, ou bien qui partage plutôt, la masse globale, qu'on a noté grand M, en deux parties égales, qu'on note par G de ML égale à 0,5. Sachant que G, on l'a vu, qui représente la masse cumulée relative jusqu'à la valeur CJ, qui est le centre de classe de la classe CJ, XJ plus 1. Pour rendre un peu les choses, j'espère, beaucoup plus claires, on considère que la fonction GJ, c'est une fonction qui prend ses valeurs dans les séries d'observations. Par exemple, ici, on peut noter que G du centre de classe, c'est égal à une proportion J. D'accord? Maintenant, pour la médiane, on peut la considérer comme c'est une valeur de la série d'observations qui lui affecte
ou qui lui fait correspondre la proportion de 1/2. Voilà. Maintenant, du moment qu'on va utiliser la médiane, mais aussi la médiane, rappelons la définition de la médiane, hein. La médiane, on a vu, qu'on a noté ME, c'est la valeur de la série d'observations qui divise l'effectif total en deux parties égales. Par contre, la médiane, c'est la valeur également de la série qui divise également ou qui partage non pas l'effectif, mais la masse globale. Maintenant, on sait qu'est-ce qu'on entend par masse globale en deux parties égales. Voilà. Maintenant qu'on a ces deux définitions, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on entend par écart entre les deux valeurs. On va utiliser dans le coefficient de concentration l'écart entre médial et médiane. La différence entre les deux valeurs qu'on note par E par écart, c'est médiane, la valeur de la médiane, pardon, moins la valeur de la médiane. Montrons déjà que cet écart est toujours positif, hein. On a cet écart est toujours supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que la médiane est toujours supérieure ou égale à la médiane. Expliquons un peu pourquoi. Pour cela, essayons de raisonner en prenant un exemple, à savoir l'exemple des salaires dans une entreprise d'un certain nombre d'ouvriers. On a par exemple un tableau où on a les centres de classe pour chaque catégorie de salaire. Et donc on a trouvé et la médiane et la médiane. Et mettons un petit schéma où on va, c'est une droite, centre de classe observé, les salaires, et C1, C2, etc., jusqu'à la dernière classe, le sens de la dernière classe, CK. Donc, et la médiane, où est-ce qu'elle se situe? Bien sûr, elle divise l'effectif total de ses employés en deux parties égales, et on a la médiane qui se situe, par exemple, à ce niveau. Donc, la médiane, c'est la valeur de la série qui divise l'effectif total en deux parties égales. Donc, on a deux catégories. Ceux qui sont les salaires qui sont inférieurs à la médiane et les salaires qui sont supérieurs. Donc, on a deux catégories. Les salaires qui sont inférieurs à la médiane et les salaires qui sont supérieurs à la médiane. Première catégorie, disons, les salaires, c'est-à-dire les centres de classe où on a les centres de classe inférieurs à la médiane. Et ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, c'est les salaires, les centres de classe qui sont supérieurs à la médiane. Et là, ça nous donne deux catégories. La première, ça donne deux masses de salaire. Une masse de salaire M1 qui correspond à la première catégorie des salaires et qui sont, en principe, du moment que les salaires individuels au niveau de cette classe, de cette première catégorie, ils sont inférieurs aux salaires individuels qui sont au niveau de la deuxième catégorie. Je rappelle que ici, les classes, les valeurs sont classées par ordre croissant. Donc, évidemment, si on prend individuellement chaque salaire qui est présent au niveau de la première catégorie, ce salaire, il est inférieur à n'importe quel salaire de la catégorie 2, c'est-à-dire celle dont les salaires sont supérieurs à la médiane. Donc, M1 correspond, hein, à la masse salariale pour laquelle le salaire est inférieur à la médiane. Et M2 de la catégorie S1. Et M2, c'est la masse salariale de la catégorie S2.
D'accord? Et on voit, sachant que M, c'est la masse globale de tous les salariés, donc on a, bien sûr, on a M est égal à M1 plus M2. Et on voit déjà que ici, on peut déduire que la médiane, le salaire médian, c'est-à-dire quand on parle de salaire médian, c'est celui de la médiane. C'est que le salaire médian, c'est-à-dire la valeur de la médiane, est inférieure à la médiane. On voit déjà à ce niveau. Pourquoi? Parce que la médiane, elle divise la masse salariale en deux parties égales. Or, ici, on a déjà la première catégorie de la masse, c'est-à-dire M1 qui correspond à la catégorie S1, M1, est inférieure à la masse salariale qui correspond à la catégorie des salaires S2. Et donc, ceci implique que la médiane est nécessairement inférieure à la médiane. Le seul cas où on peut avoir l'égalité, c'est-à-dire que le salaire médian peut être égal au salaire correspondant à le salaire de la médiane, c'est le cas où tous les salaires sont égaux, c'est-à-dire que l'ensemble des ouvriers de cette usine ont le même salaire. Cette égalité entre le salaire médian et le salaire de la médiane correspond à une situation qu'on va voir au niveau en présentant la courbe de Lorentz, c'est une situation parfaite, plus ou moins irréaliste, du moment que les salaires sont égaux pour tous les ouvriers. Maintenant qu'on a vu, on a expliqué pourquoi l'écart entre ces deux valeurs, médiane et médiane, est positif, c'est-à-dire que la médiane est toujours supérieure ou égale à la médiane, on présente après le coefficient de concentration. Mais avant de présenter ce coefficient, essayons d'expliquer ou de voir un peu quels sont les objets de ces indicateurs. Et essayons de les voir à travers un exemple, toujours de celui des salaires d'une entreprise. Donc, comme je l'ai dit il y a un instant, les salaires de cette entreprise sont d'ailleurs ordonnés déjà. Et l'objet des indicateurs de concentration, leur objet premier, l'objet des indicateurs de concentration, pourquoi on les calcule en premier? C'est en prenant l'exemple des employés, des ouvriers dans une entreprise, de voir si, par exemple, la masse totale des salaires, la répartition de la masse salariale est égalitaire ou non. La masse salariale entre les ouvriers, bien sûr, des ouvriers est égalitaire, est équitable ou non. C'est-à-dire voir si un groupe d'ouvriers concentre la plus grosse partie de la masse salariale. Par exemple, un groupe de 30% des ouvriers détient à lui seul 70% de la masse. Donc c'est une répartition inégalitaire des salaires entre les différents ouvriers de cette entreprise. Maintenant, on peut voir, ça ne concerne pas uniquement les salaires, ça peut concerner le revenu en général, les dépenses de consommation des ménages, etc. Et en fait, tous ceux qui se prêtent comme je l'ai dit au début de cette vidéo,
le produit de la variable avec l'effectif ait un sens. Revenons maintenant à la définition du coefficient de concentration. Celui-ci est défini de la manière suivante. On va noter CC pour concentration, c'est égal à l'écart qu'on a vu tout à l'heure entre la médiane et la médiane, divisé par l'étendue de la série, ou bien on peut noter direct que c'est le maximum de la série des xi moins le minimum de la série. C'est l'étendue de la série. Alors ce coefficient de concentration, déjà voyons qu'est-ce que au niveau du numérateur. On a vu que l'écart, cet écart est toujours positif ou nul. D'accord? Pourquoi? Parce que on a expliqué comme quoi la médiane est toujours supérieure à la médiane. Maintenant, au niveau quelle est l'amplitude de cet écart? On peut trouver par exemple, pour le cas des salaires, on peut trouver un écart entre la médiane et la médiane de 100 dirhams, de 200 dirhams, etc. Maintenant, ce nombre à lui seul, déjà, il nous renseigne sur le positionnement de la médiane par rapport à la médiane. C'est-à-dire que du moment que la médiane est inférieure à la médiane, si elle est vraiment inférieure, trop inférieure, disons, très éloignée de la médiane, ça indique que 50% des unités correspondant à la valeur médiane détiennent une part très faible de la masse des salaires. D'accord? Parce qu'il y a un écart entre la médiane et la médiane. Maintenant, ce nombre à lui tout seul, parfois, surtout pour comparer deux séries d'observations entre elles, il faut les rapporter à une échelle. L'échelle ici, c'est l'étendue de la série. D'accord? Supposons par exemple, pour mieux expliquer ce que je viens de dire, supposons par exemple qu'on a deux usines, chacune avec une usine, disons 1, usine 2. Disons que l'écart pour l'usine 1, il est de 300 dirhams. Également, il est de même amplitude sauf que le maximum, c'est-à-dire l'étendue, entre l'usine 1 et l'usine 2, entre le maximum de l'usine 1 et de l'usine 2, ici c'est 1000 dirhams et là c'est 3000. Donc on peut calculer le coefficient pour l'usine 1. C'est quoi? C'est 300, c'est l'écart divisé par 1000, ce qui donne 0,3. Et pour le coefficient de concentration pour l'usine 2, pour l'entreprise 2, il est de 300 toujours comme écart, sauf que là, l'étendue des salaires est plus importante. Et cela donne 0,1. Donc on voit que la concentration est beaucoup plus forte. Elle est presque de 30% dans la première usine que dans la deuxième usine. Ça veut dire que les salaires sont plus équitablement répartis à l'intérieur de l'usine 2 que dans l'usine 1. Dans l'usine 1, la répartition est moins égalitaire. Donc dans l'usine 1, la répartition est moins égalitaire. Alors, on voit que le coefficient varie entre 0 et 1, d'accord? Parce que les médianes et la médiane sont deux valeurs qui sont situées à l'intérieur de la série. Et comme on la rapporte à l'étendue, qui sont les extrémités de la série,
ce rapport, il est toujours compris entre 0 et 1. D'accord? On va le souligner. Le coefficient remarque, par construction, on a le coefficient de concentration est compris entre 0 et 1. Comme je l'ai dit, du moment qu'on a un rapport entre la médiane, l'écart de concentration, à savoir l'écart entre médiane et médiane, rapporté à l'étendue. Les deux valeurs médiane et médiane se trouvent à l'intérieur de l'intervalle du max et du min, de toute la série. Donc le max et le min, leur écart est beaucoup plus important que la différence entre l'écart entre la médiane et la médiane. Donc il est compris entre 0 et 1. Et quand le coefficient de concentration est proche de 0, répartition égalitaire. Quand le coefficient de concentration est proche de 1, ben là, ça veut dire que la répartition n'est pas équitable, inégalitaire. Vous pouvez dire à propos du coefficient de concentration. Maintenant, on va essayer de présenter dans une prochaine vidéo l'indice de Gini et également la courbe de Lorentz. Et dans une dernière vidéo, on va essayer de traiter un exemple où l'on va calculer et le coefficient de concentration et l'indice de Gini, et ce à travers avec l'aide du logiciel Excel. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.